Je vais essayer d'aborder aujourd'hui la question de ce qu'il faut pour arriver à soutenir l'effort dans le temps. C'est donc la suite de la vidéo sur la volonté et le courage, qui se terminait d'une manière qui a été jugée par beaucoup d'entre vous très frustrante, et je le comprends. En même temps, je suis pas sûr que celle-ci va être tellement moins frustrante parce que, encore une fois, la solution, de manière universelle, elle n'existe pas. Ce qu'on peut juste faire là, et dans une vidéo évidemment beaucoup moins malgré tout que dans le livre, c'est d'avancer un peu dans la réflexion théorique de ce qui est en cause. Et ce qui va s'articuler aussi du coup avec le type de dispositif par lequel on peut espérer pouvoir le travailler. Bon. Ce dont il est question, d'abord et avant tout, c'est de la place de l'imaginaire. La place de l'imaginaire dans ce qui permet à un individu, quel qu'il soit, surdoué, pas surdoué, d'agir. C'est une place qui est d'autant plus difficile à appréhender que cet imaginaire avance la plupart du temps masqué. Je vais m'expliquer sur tout ça. Masqué parce que dans notre société, le mythe actuel, la représentation que la plupart des gens ont du rapport de l'être humain au monde, c'est que nous serions des individus capables de raison, ayant globalement un rapport rationnel au monde, et que il serait souhaitable d'ailleurs de regarder la réalité en face, d'être aux prises directement avec le réel. C'est un des grands arguments d'ailleurs au nom desquels on pathologise facilement les gens surdoués, puisque souvent ils apparaissent comme beaucoup trop rêveurs, en quête d'un absolu par lequel ils se tyrannisent, souvent en tombant dans le perfectionnisme mortifère que je décrivais dans la précédente vidéo. Et du coup, évidemment, quand du coup ils peuvent pas se mettre sur leur instrument de musique ou tenter d'écrire sans immédiatement se comparer à un immense pianiste ou à Jean-Sébastien Bach ou à Proust, et que ça ne fait sens pour eux que s'ils sont capables de produire quelque chose d'un chef-d'œuvre, quelque chose d'un absolu, quelque chose d'un infini qui leur permettrait de donner pleinement sens à leur vie, et que du coup cette impossibilité que ça fasse sens autrement les conduit à abandonner très régulièrement, à lâcher le stylo, à se désespérer, à se meurtrir. Il y a un boulevard pour le psy qui lui-même est persuadé que l'absolu c'est une absurdité, que c'est ce dont on revient normalement à l'âge adulte, que c'est un fantasme infantile de toute puissance ou de fusion, et que bien sûr grandir, devenir un individu responsable, c'est accepter que tout ça n'existe pas, que ce sont des contes de fées, et que la réalité c'est accepter la limite et la mesure. Il y a un boulevard pour le psy. Et bien sûr, le problème c'est que le surdoué qui vient consulter, lui-même il est très fragilisé par sa souffrance, et de fait, son rêve, c'est son principal instrument de torture. Donc si en face il y a un professionnel qui lui dit bah oui bien sûr ça vous torture, parce que le rêve lui-même il est problématique tel qu'il s'exprime dans cette volonté à tout prix d'atteindre l'absolu, il est forcément, en plus ça paraît tout à fait logique, vous n'atteindrez jamais l'absolu, vous n'atteindrez jamais l'infini, donc évidemment le visé est absurde et c'est très douloureux, donc il faut en revenir. Bon. Et derrière ça il y a un leurre sur lequel il faut absolument revenir, et il faut enfoncer le clou. Et finalement, la meilleure manière de l'étudier, c'est pas tant de se poser la question des surdoués que de se poser la question du rapport typique au monde. Comment ça fonctionne cette constance dans l'effort. Alors, pour pouvoir analyser ça, revenons donc sur cette catégorie de l'imaginaire, dont je disais qu'il avance masqué, mais qu'il conditionne notre rapport au monde. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Pour examiner un peu comment ça fonctionne chez l'être humain. Alors on peut prendre par exemple le cas j'en ai parlé dans je sais plus le premier ou le deuxième bouquin, le cas du soldat napoléonien qui est prêt à mourir pour sauver le drapeau. Alors je replante un peu le contexte, dans les guerres napoléoniennes, chaque régiment avait un drapeau qui est le sien, c'est-à-dire un dessin qui est le sien, mais pas seulement un bout de tissu qui vraiment se promène de bataille en bataille, et qui est porté par un porte-drapeau, et qui symbolise pour tout le régiment l'honneur du régiment. Du coup,
c'est très important de sauver le drapeau. Et symétriquement, le régiment d'en face, les troupes d'en face, elles vont essayer de s'emparer du drapeau. Et si elles s'emparent du drapeau, ça va démoraliser les troupes. Et du coup, il faut absolument le protéger. Donc il y a déjà un soldat, il y a un Gugus qui n'a pas d'arme, sa seule fonction, c'est d'être au milieu de la mêlée et de protéger le drapeau. Et si le drapeau menace d'être pris, il y a beaucoup de soldats qui vont faire rempart de leur corps et héroïquement sauver le drapeau. Comment c'est possible ? Sachant qu'on n'est pas là dans une société où ce rapport au drapeau serait soutenu par une croyance qui permettrait de la rendre cohérente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là une croyance religieuse ou animiste telle que, du coup, on pourrait s'imaginer dans une tribu que le mana de la tribu, que les esprits de la tribu soient vraiment incarnés dans le drapeau. Et qu'en effet, la perte de ce bout de tissu entraîne le fait de se fâcher avec les esprits et que du coup les esprits nous en veuillent véritablement. Bon, on pourrait l'imaginer, ça existe ça. Dans un certain nombre de communautés, d'espaces tribaux, il y a ce type de croyance. Mais chez le soldat napoléonien, donc du tout début du XIXe siècle, c'est pas du tout le cas. Il sait bien que le drapeau c'est un bout de tissu. Que, évidemment, on peut en refaire un, avec le même dessin, le même motif. C'est juste un bout de tissu. Mais c'est un bout de tissu qui s'est baladé de bataille en bataille, et surtout c'est un bout de tissu autour duquel se sont organisés des rituels de salut de drapeau tous les matins, c'est un bout de tissu qu'on vénère dans le régiment, c'est un bout de tissu qui cristallise pour tout le monde la nation, la liberté, le régiment, l'amitié, l'honneur, bref, tout ce pourquoi ils se battent. Et ils ont beau savoir que ce bout de tissu est un bout de tissu et n'existe comme symbole de tout ça que par le biais des projections que tout le monde fait là-dessus, ça ne fait pas perdre au symbole sa force. Et c'est ça qui est essentiel à comprendre. D'ailleurs, on peut en faire l'exemple, on peut en faire la démonstration de manière beaucoup plus simple, sans aller chercher le cas du soldat napoléonien. Celui-là est intéressant parce que il montre qu'on peut aller jusqu'à perdre sa vie pour un symbole dont on sait que c'est un symbole arbitraire. Mais au fond, finalement, c'est le rapport qu'on a presque tous à l'ensemble du monde qui nous entoure. Alors, pour ce qui est de la possibilité du sacrifice et de perdre sa vie, je vais prendre un autre exemple. Quand il nous reste de la personne, d'une personne qu'on aimait et qui est morte, quand il nous reste un objet qu'elle nous a laissé, quel qu'il soit. On a beau savoir, enfin pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas engagés dans des modes de croyance qui feraient que nous pensons vraiment que la personne survit à travers cet objet, que son âme est incarnée dans l'objet. Non, on sait que ça n'est qu'un objet. Il se trouve qu'il a appartenu à cette personne. N'empêche que, si demain il y avait un incendie chez nous, cet objet ferait sans doute partie de ceux pour lesquels nous serions prêts, effectivement, à risquer notre vie. C'est-à-dire à aller tout de même dans la pièce le chercher, en disant, bon, je ne peux pas le laisser derrière moi. Il est tellement important, et pourtant on sait que c'est arbitraire, on sait que ça n'est qu'une projection, on sait que la personne est morte, on sait que rien d'elle n'est dans cet objet, rien d'autre que ce que nous projetons. Et ça suffit pourtant. Et au fond, c'est le rapport, pas simplement, là ce sont des exemples un peu paroxystiques, mais finalement, on peut discourir par exemple pendant des heures sur ce qu'est, je sais pas moi, le prestige de telle profession, ou ce qu'est la virilité ou la féminité. Ben, autre exemple encore, de l'arbitraire de l'imaginaire collectif. Si, en parlant à un interlocuteur, je me déhanche, je me pose comme ça, et que je manie mon poignet de cette façon, je joue de la souplesse du poignet, et je parle déhanché. Bon. Tout le monde va se dire, tiens, il va chercher du féminin. Ce sont des postures féminines, et d'ailleurs tout le monde va immédiatement associer ça à un possible coming out ou aveu d'homosexualité. Bon. Deux associations qui vont pas du tout de soi. Déjà, le fait que l'homosexualité masculine serait à chercher du côté de la féminité, c'est bien comme ça, en effet, que dans notre culture judéo-chrétienne, l'homosexualité a été comprise depuis quelques décennies, quelques siècles. Mais par exemple, chez les Grecs anciens, c'est pas du tout ça. C'est les Spartiates
avaient une homosexualité rituelle entre guerriers, et justement qui partait pas du tout, qui partait au contraire d'une misogynie très forte, d'un refus du féminin. C'est rien de plus beau que le corps en sueur d'un guerrier à la bataille, beaucoup plus beau que le corps d'une femme. Et du coup, quoi de plus normal que l'amitié et la fraternité de sang des guerriers se traduisent aussi par des relations homosexuelles, parce que finalement, l'objet d'amour par excellence, c'est la virilité. Rien à voir avec une recherche de féminité dans cette homosexualité-là. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire grec, le parangon de la virilité, c'est Achille, et Achille, selon toute vraisemblance, il n'est pas seulement cousin avec Patrocle, hein, bon, mais c'est vraisemblable qu'ils entretiennent une relation plus intime. Bon. Et ça n'en fait pas du tout moins un homme. Au contraire, presque, dans l'imaginaire grec. Bon. Donc, première association tout à fait arbitraire. Et puis, la deuxième, l'idée que ça, ce serait du féminin. Finalement, c'est même amusant, par quel accident de l'évolution des mentalités ça se joue. Parce que c'est très récent, ça, pour le coup. C'est même beaucoup plus récent que l'association de l'homosexualité masculine à la féminité. Enfin, la perte de virilité, puisque si on avait été à la cour du XVIIe siècle, entre nobles, on se serait déhanché et on se serait parlé avec force volute du poignet et force circonvolution, sans du tout avoir l'impression qu'on mettait en péril en quoi que ce soit notre virilité. Et ça tient, ça m'amuse de le poursuivre, c'est juste, mais c'est rigolo, parce que finalement, ça tient, quand on analyse, ça tient à l'invention de l'arc long par les Anglais, un peu avant la guerre de 100 ans. Le lien, c'est que jusque-là, on se battait en armure, et que quand on se bat en armure, il faut des épées très lourdes, parce que finalement l'armure on la perce pas, on la cabosse, on finit par faire basculer l'autre à terre. Ce sont des combats assez lents, pas très beaux à voir, et puis une fois qu'il a basculé, on l'achève d'une manière ou d'une autre. Bon. Mais l'arc long, il a la propriété d'envoyer des flèches qui vont tellement vite qu'elles percent les armures. Et c'est au début de la guerre de 100 ans, la bataille de Crécy notamment, enfin ces batailles où l'armée française, enfin la fine fleur de la chevalerie française se fait massacrer et décimer, en plus par des manants qui juste leur envoient des flèches. Bon. Et dans le siècle qui va suivre, finalement, on enlève l'armure, parce que maintenant qu'il y a des arcs longs, qu'il y a des arbalètes, et puis le début des arquebuses, enfin qu'il y a des armes qui percent ces armures, finalement elles servent plus à rien. Et on se retrouve, 2 siècles plus tard, à se battre sans armure. Mais du coup, si on se bat sans armure, ça sert plus à rien d'avoir des épées très lourdes. Donc on se bat avec des épées très légères. Le fleuret ou l'épée que porte le mousquetaire, que porte D'Artagnan, ressemble de très près à l'arme avec laquelle se mène l'escrime moderne. Or du coup, si l'arme est légère, on la manie très rapidement, et du coup, le combat, le duel devient une danse. Et dans cette danse où il faut être agile, évidemment la souplesse du bassin pour pouvoir se fendre, la souplesse du poignet pour etc. sont cruciales. Il faut être sur demi-pointe, et on s'entraîne à l'escrime en dansant le menuet, en dansant des danses où on travaille toutes ces souplesses. Bon. Et en plus, ajoutons à ça que la noblesse de cour s'entiche du patrimoine culturel grec et romain, et finalement découvre dans la statuaire grecque et dans la statuaire romaine que les héros antiques étaient déhanchés, et voilà, quand ils se déhanchent, ils ont l'impression qu'ils ressemblent eux aussi à Achille. Et finalement, c'est parce que la bourgeoisie triomphante du 19e s'est appropriée certaines choses de la noblesse et en a rejeté d'autres, et a rejeté notamment cela, le maquillage, le déhanchement, etc., et a imposé finalement un canon de raideur. Un homme, ça doit porter des vêtements noirs, ça doit être habillé, ça doit se tenir très droit, ça doit évidemment pas se maquiller, etc. Voilà, c'est pour cette raison-là que du coup maintenant, le déhanchement ou le fait de jouer comme ça, de ses poignets en parlant, c'est associé au féminin. Donc, on peut l'analyser, ça. Pourtant, on a beau le savoir, j'ai beau pouvoir l'analyser, si je me mettais à parler comme ça, effectivement, je me sentirais un peu moins homme. C'est con, hein? Enfin, c'est bête, je le sais, c'est irrationnel. Sauf que la conscience n'est pas du tout toute puissante dans notre psychisme. Au contraire, notre inconscient, notre imaginaire, ce sont eux qui conditionnent fondamentalement notre relation au monde. On a beau savoir que les choses qu'on projette sont des projections, ça ne dissout pas les projections. Pas du tout.
J'ai beau savoir que la personne dont je suis amoureux n'est évidemment pas la plus belle du monde, que finalement, voilà, sa peau c'est une peau, que son corps est à 37 degrés comme n'importe quel corps, que les courbes éventuellement ou les aspects de son corps qui m'affolent, bah, je peux avoir dessus un regard biologique, clinique et savoir que c'est absurde, que ça m'affole. Et ça ne change rien. De la même façon quand on a des enfants, on sait bien que quand on s'émerveille devant les petites mains de nos bébés, on sait bien qu'ils vont pas naître avec des paluches comme ça, et que finalement leurs petites mains, bah voilà, sauf que on s'émerveille. Et on s'émerveille pas moins parce qu'on sait que c'est arbitraire et que ce sont nos projections. On s'émerveille tout autant. Donc, l'ensemble de notre rapport au monde est d'abord conditionné par ces projections, par cet imaginaire. Et du coup, si on admet ça, et qu'on va examiner du côté typique, c'est-à-dire si on admet que le fonctionnement typique par opposition au fonctionnement surdoué, c'est cette adhésion au récit collectif des groupes auxquels l'individu s'identifie. Les récits collectifs, c'est-à-dire ces mises en récit de l'existence par lesquelles l'ensemble des gestes, des postures reçoivent une valeur justement en décidant que bah, ça va être féminin et que ça va être viril, en inventant du masculin, du féminin, en inventant ce que c'est que d'être un homme accompli, une femme accomplie, etc., etc., etc. Et qui descend jusqu'au plus petit détail de l'existence. Il y a des manières de se gratter la tête qui sont des manières qui racontent plutôt du masculin, d'autres du féminin, qui sont raffinées, d'autres qui sont, voilà, partout. Enfin, bref, c'est le moindre geste est pris dans une maille signifiante très importante qui correspond à l'ensemble de la manière dont ces groupes, l'ensemble des récits que ces groupes produisent. Donc, pour celui qui construit le sens de son existence en s'identifiant à ces récits collectifs, le grand avantage, l'énorme avantage, quand il œuvre d'une façon qui correspond à ce que le récit collectif attend de lui, c'est que imaginairement, il est en fusion avec une dimension quasi absolue, il est en fusion avec le groupe, il est exactement là où il a toujours dû être. Ce qui peut s'articuler dans certaines sociétés, clairement, à un système de croyance qui branche tout ça sur un infini repéré comme tel. Je parle des systèmes de croyance religieux, où il y a un Dieu, enfin, très clairement, dans les sociétés traditionnelles, aussi par exemple judéo-chrétiennes, celui qui est à sa place a toujours le sentiment que Dieu le regarde, et que en faisant ça, il fusionne pas simplement avec la communauté des humains et des hommes de bien, mais aussi avec ce Dieu infini et tout-puissant qui le regarde, et qui voit qu'il est bien là où il devait être, et qui lui accordera d'ailleurs une récompense infinie, le salut éternel de son âme. Mais c'est comme pour le soldat napoléonien. Croire qu'il y a nécessairement besoin d'avoir un objet de croyance explicite, conscient, qui permet logiquement de dire bah oui, il y a un Dieu infini qui me regarde, croire qu'il y a besoin de cela pour qu'il y ait un infini imaginaire, c'est une erreur. Pour le soldat napoléonien, ce drapeau pointe aussi vers un infini. Même s'il ne croit pas aux esprits, il ne croit pas en un Dieu, il est peut-être athée même ce soldat. N'empêche que ce drapeau a une valeur infinie, elle a une valeur infiniment supérieure à sa propre existence. Et que, au fond, dans ce drapeau s'incarne cette fraternité, ce sentiment de fusion avec ses camarades de régiment, et que ça a une valeur imaginaire infinie, même si c'est pas repéré comme tel dans un discours que la raison pourrait appréhender. Et au fond, c'est de ça qu'il s'agit, même dans notre société prétendument rationnelle, qui s'est prétendument débarrassée du poids des religions et des grands mythes, mais bien sûr que l'individu, qui tient son rôle dans l'institution, et qui se sent pris dans le regard approbateur, de tous ceux qui l'entourent, et potentiellement de ses parents, même si éventuellement ils sont morts et qu'il ne fait que les introjecter, celui-là, au fond, il n'a pas besoin de croire en Dieu pour se sentir relié à quelque chose qui le dépasse infiniment. Et c'est un ressort extrêmement puissant. Pour celui qui n'adhère pas à ces récits collectifs, il va donc falloir trouver quelque chose qui joue le même rôle, ce qui n'est pas du tout évident. D'autant que la ritualisation de l'existence quotidienne, dans le fonctionnement typique, c'est-à-dire cela même qui fait précisément qu'elle est suffocante pour un surdoué,
que tous les gestes sont répétés à l'identique, que les échanges que les individus vont avoir quand ils se rencontrent, quand ils vont dîner, soient balisés, que ce soit constamment prévisible, que chacun soit en train de tenir sa posture. Tout ça permet de contribuer à soutenir pour chacun la croyance dans le caractère absolu du récit. Nous sommes bien ceux que nous sommes censés être, et nous jouons constamment ce théâtre. Pour celui qui ne le joue pas, il faut compenser. Compenser, et c'est bien là qu'est l'endroit où est la solution, compenser ça demande beaucoup de choses, mais ça déjà le premier point, c'est que ça suppose d'assumer, paradoxalement, le caractère absolu de ce vers quoi on tend. La vraie question de celui qui parvient pas à écrire, parce qu'il se compare à Proust, ou de celui qui parvient pas à se mettre à son instrument de musique, parce qu'il se compare à tel immense musicien, c'est pas d'arrêter de se comparer, c'est pas d'arrêter de vouloir aller là. C'est bien plus subtil, c'est bien plus complexe. Mais justement, parce que c'est un infini toujours imaginaire, au fond, la vraie question, ça va être de pouvoir incarner cet absolu dans quelque chose qui sera toujours aussi dérisoire que le drapeau pour le soldat napoléonien. Finalement, pour l'individu, quel va être l'objet dans lequel il va pouvoir incarner cet absolu qui va s'incarner dans une multitude d'objets. Alors là, on rentre dans des choses assez complexes, mais parce que le fonctionnement du symbolique, c'est un fonctionnement en cascade. Le drapeau n'est pas la finalité, l'absolu au fond, c'est le régiment, ou c'est la nation, ou c'est la liberté. Mais cette nation ou cette liberté s'incarne dans le régiment, dans les copains, dans le drapeau. De la même façon, celui qui veut écrire comme Proust, il va falloir qu'il trouve de quoi finalement incarner cet horizon dans des objets transitoires qui vont lui permettre de le vivre imaginairement, cette atteinte de l'absolu. Alors, qu'est-ce que c'est vivre imaginairement cette atteinte de l'absolu? C'est un mot un peu ronflant, une expression un peu ronflante, pour décrire finalement quelque chose que la plupart des surdoués connaissent. Les moments où ça fait pleinement sens, bien qu'on a tous vécu. D'ailleurs, ce sont justement aussi ces moments qui nous martyrisent. Parce que si on les avait pas vécus, on ne le chercherait pas. Mais on sait bien que la vie, parfois, a une saveur extraordinaire. Mais là, une saveur extraordinaire, pas parce qu'on est au sommet de l'Everest, parce qu'on est au sommet de quelque chose qu'on ressent comme notre Everest. Ça peut être la colline d'à côté. Ces moments d'amitié, ces moments d'amour, ces moments où on fait quelque chose et c'est plein de sens. Il n'y a pas forcément besoin que, objectivement, ce soit une consécration immense. C'est parfois une consécration de presque rien, objectivement. Mais nous les vivons comme des consécrations infinies. Et bien sûr, il n'y a que ça à chercher. Déjà, il faut s'autoriser à le chercher. S'autoriser à le chercher, c'est lutter en soi contre tout ce qui nous inhibe par rapport à ça. C'est aussi, ça met aussi beaucoup en jeu la question de l'autre, la question des regards dans lesquels on va aller chercher le soutien ou la complicité, puisque précisément nous ne trouverons pas cette connivence, ce qu'on a appelé dans notre bouquin la connivence, c'est-à-dire cette connivence du fonctionnement typique qui s'adosse au même récit. Ça rend d'autant plus essentiel la recherche de quelques pairs, P-A-I-R-S, avec lesquels on va pouvoir communier, partager cette quête d'absolu. Je disais dans une autre vidéo, ce qui nous a donné des forces aussi, bien sûr, c'est d'écrire ce bouquin à trois. Parce que finalement, ça nous permettait de mettre en œuvre la dimension imaginaire, la dimension onirique de ce qu'on était en train de faire, de la mettre en œuvre constamment. Et tout ça, ça suppose une écoute de soi-même, une écoute de sa relation au monde, de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche, comme de ce qui nous fait rêver, qui est à l'opposé de ce que la société nous enjoint à faire. Puisque précisément, le discours des institutions, dès l'école, c'est d'apprendre à ne pas s'écouter. Et avec ce reproche, toujours aux connotations morales, de que le surdoué serait celui qui s'écoute trop, qui est trop narcissique, qui est trop sur son nombril.
alors que finalement il n'est dans le narcissisme que parce qu'il en souffre, que parce qu'il en suffoque. Paradoxalement, c'est pas parce qu'il s'écoute trop, c'est parce qu'il ne parvient pas à s'écouter assez. Bien sûr, là encore, c'est très frustrant parce que je peux pas aller plus loin ici. C'est-à-dire que, bien sûr que tout le reste, ça va être un travail éminemment singulier. Mais cela dit, c'est aussi la raison pour laquelle je crois à l'espace psychanalytique pour travailler ça. C'est pas le seul, bien entendu. C'est absurde que ce soit le seul. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Et il s'agit pas de dire que tous les surdoués doivent faire une psychanalyse. D'ailleurs, la psychanalyse, il y a 1000 manières de la faire jouer, de la faire œuvrer. Je pourrais faire des vidéos d'heures et d'heures en disant du mal de la psychanalyse, comme on peut en dire autant d'à peu près toutes les pratiques. Mais disons que quand c'est un espace qui est bien employé, en tout cas sa finalité explicite, et c'est vers ça que j'essaye de le faire tendre, c'est d'offrir un cadre pour cette exploration, pour ce qui n'est pas du tout une thérapie au fond, mais une aventure existentielle. Arriver à essayer d'entendre ce qu'est ce rapport au monde, parce que justement le récit dont on parle, cette mise en récit du monde, c'est un récit dont il y a une toute petite partie est consciente. Ce récit qui nous soutient, que ce soit par le biais de l'intériorisation des récits collectifs ou par le biais de la production d'un récit à soi, d'un récit subjectif, mais cela dit qui est jamais ex nihilo à partir de rien, qui est toujours dans une dialectique avec les récits collectifs. Ces récits, ils sont dans une large part inconscients. Et c'est seulement en travaillant là-dessus qu'on peut, peut-être, trouver ce qui, pour nous, va faire suffisamment sens, mais ce qui demande souvent de rompre assez radicalement avec le fonctionnement institutionnel, d'oser des directions de travail extrêmement radicales. Finalement, ça demande souvent d'oser être un flibustier et partir à 180 degrés par rapport à ce que la raison semblerait nous commander. Sauf que c'est là, enfin, que les choses reprennent goût, qu'on reprend goût aux choses, qu'elles reprennent de la saveur, et que tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est capable de déployer avec une extrême facilité une immense énergie.